qui consiste à penser que le combat est perdu d'avance parce que les jeunes seraient supposés militer à gauche. Tout ça est une vue. Vous trouverez toujours des gens pour vous dire « Ah, quand on a 20 ans, l'idéal, le rêve, ça ne peut être qu'à gauche. » La réalité n'est pas celle-là. C'est d'ailleurs tellement vrai que nous voyons aussi qu'un certain nombre de jeunes sont en train de se demander s'il ne faudrait pas regarder du côté du Front National. La vérité, c'est que pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, c'est d'avenir dont ils veulent qu'on leur parle. C'est de ce qu'on est capable de leur proposer comme chemin, sachant qu'il n'est pas question de prendre le chemin à leur place. Et vous devez être les premiers porte-parole de ce message. Je sais qu'il est de bon ton de dire à chaque fois, on doit écouter, prendre du temps, bien sûr. Pas moi qui vais vous le dire le contraire. Le parcours qui est le mien est celui d'un élu de terrain dans une ville de la grande banlieue parisienne qui a vu tous les jours le décalage qui existait entre ce qu'on prétend dans certains quartiers protégés de Paris et la réalité de ce qu'on voit tous les jours de l'autre côté du périphérique. Mais ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de Français en ont juste assez. On est en permanence besoin de multiplier, comme le fait François Hollande, les comités Théodule, pour leur dire « voilà le chemin qu'on doit prendre ». Et je voudrais vraiment le dire avec d'autant plus de force que j'ai mesuré que François Hollande avait en réalité totalement trahi le message de sa campagne électorale. Rappelez-vous qu'il avait dit « je veux d'abord construire un avenir pour les jeunes. C'est la priorité de ma campagne. » Et quand vous faites le bilan 15 mois après, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord un message terrible qui est celui de l'accumulation des déficits et des dettes qui vont évidemment reposer sur les jeunes. Mais on voit aussi que l'essentiel du message en matière d'emploi, qui est juste la première préoccupation des jeunes Français aujourd'hui, c'est en réalité des emplois jeunes, c'est-à-dire des contrats publics, c'est-à-dire des emplois parking qui n'ont absolument rien à voir avec ce que sont en train de construire aujourd'hui les jeunes Britanniques, les jeunes Allemands, les jeunes Américains. Et puis, c'est troisièmement le laxisme à tous les étages. Je suis désolé, parce qu'il est de bon ton d'expliquer que la question de la sécurité, ça ne doit être évoqué qu'avec des gens qui ont peur de perdre quelque chose, qui ont du bien. Ben non. Les premières victimes de la délinquance en France, ce sont les jeunes. Et en particulier ceux qui habitent dans des quartiers suffisamment sensibles pour qu'ils en soient les premières cibles. À la sortie des collèges ou des lycées, à la sortie des boîtes de nuit ou des terrains de sport. Il n'est qu'à parler avec un certain nombre d'entre eux pour savoir que c'est leur première angoisse aujourd'hui. Et donc effectivement, on peut comprendre que si l'UMP n'est pas capable d'avoir très vite un discours qui soit courageux dans ce domaine, alors effectivement, les jeunes Françaises et les jeunes Français ne trouveront pas chez nous une alternative à la politique de gauche. Et sur ce point, je veux vraiment vous dire combien je suis reconnaissant aux jeunes populaires du travail qu'ils font. Aurélie, comme Clément, je veux vous dire à l'un et à l'autre merci. Et Aurélie, qui s'est engagée dans le combat politique, et à qui je veux dire ma reconnaissance, parce que j'ai vu à cette occasion que tu savais ce que ça voulait dire le courage, et pour moi, c'est très important. Je voudrais vraiment que les uns comme les autres, vous partiez au combat à l'occasion de ces élections municipales avec une seule idée en tête, rencontrer un maximum de Français pour leur dire qu'un autre chemin est possible. Je vois le parcours de Camille Bedin, à qui j'ai confié de mettre en œuvre la révolution civique. Il est capital que vous partiez à la conquête des villes réputées imprenables. Patrick Devedjian évoquait tout à l'heure les souvenirs de 1983. Ça a fait école. Ce qui s'est fait en 1983 dans les Hauts-de-Seine a servi d'expérience dans toute la France pour la droite et le centre. Des villes réputées imprenables
qu'ils ont conquises par un travail méthodique, mais aussi par le courage de leurs idées. Et je voudrais sur ce point vous dire la chose suivante. Nous avons passé une année extraordinairement difficile. Je dois en parler en connaissance de cause. Je reviens d'un long voyage, dont on ne sort jamais d'ailleurs complètement le même que lorsqu'on le commence. J'y ai vu tous les tempéraments, ceux qui étaient courageux comme ceux qui l'étaient moins. Et j'ai considéré que la mission qui était la mienne, c'était de rassembler tout le monde. Et le vote du 30 juin en a été le symbole. J'ai vu de la même manière que ceux qui expliquaient toute la journée que l'UMP c'était fini, que ça allait exploser, j'ai vu en réalité un parti qui n'avait jamais été plus solide. On gagne toutes les élections législatives partielles. Lorsque on demande aux militants de voter comme ils l'ont fait le 30 juin, c'est une participation massive, avec un pourcentage qui a montré une écrasante majorité de militants et militantes qui voulaient qu'avec l'équipe que j'anime, nous poursuivions notre tâche jusqu'au bout. Pourquoi? Tout simplement parce que notre mission première, elle n'est pas de régler nos petits problèmes internes. Et je le dis aussi bien à ceux de mes amis qui m'ont soutenu qu'à ceux qui ne m'ont pas soutenu. Ce que les Français demandent, c'est qu'on s'occupe d'eux. Et il était indispensable de tourner cette page. Et l'été, pour cela, a été salvateur. Regardez l'état d'esprit dans lequel nous abordons, cher Jean-Jacques, cette rentrée. Plus personne, et heureusement, n'imagine que l'on vienne dans les querelles du passé. Tous ont parfaitement compris que notre organisation est maintenant pleinement finalisée et que nous partons à la reconquête des Français, mais sur le fond, pas sur les petites phrases, pas sur l'horreur de la politique politicienne. Et si je peux me permettre une recommandation à celles et ceux de nos compatriotes qui vous disent leur énervement en voyant nos querelles, dites-leur qu'il peut y avoir ici ou là toujours tel ou tel tenté par ce genre de formule, mais qu'il y aura toujours à la tête de l'UMP des hommes et des femmes suffisamment courageux et déterminés pour récuser la politique politicienne et pour n'avoir qu'une seule idée, parler des préoccupations des Français. Et pour ce qui me concerne, je m'y engage. Je veillerai personnellement à ce que désormais l'image de l'UMP, ce soit d'abord celle d'un parti qui propose, qui s'oppose évidemment, mais aussi qui propose. Patrick l'a dit tout à l'heure, nous n'avons plus l'autorisation de partir sur des petites querelles. Parce que la situation de la France est trop grave, et parce que le débat aujourd'hui ne peut en aucun cas se réduire à une gauche qui a tous les pouvoirs, et avec comme seule alternative des extrêmes qui racontent toutes les démagogies pour essayer de prendre le pouvoir à n'importe quel prix. Et c'est dans cela que l'UMP a une responsabilité historique. Historique. Cela va bien au-delà d'un simple schéma d'alternance, une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite. Non, non. La gauche a montré, la gauche française a montré en réalité son incapacité de porter un grand projet politique. En 15 mois, alors qu'elle a tous les pouvoirs, elle a commis des erreurs qui, à mes yeux, sont irréparables. Et je vous le dis très simplement, je déteste le sectarisme. C'est pour moi la forme la plus aboutie de la bêtise humaine. Quand une mesure est bonne, d'où qu'elle vienne, je l'approuve. Je dis simplement qu'en 15 mois, le président de la République avait entre les mains toutes les options possibles pour contribuer à la modernisation de la France. Car après tout, nous avions été les avoués, pourtant Dieu sait si nous nous étions mobilisés dans cette campagne aux côtés de Nicolas, mais alors, puisqu'ils avaient gagné, il leur appartenait de faire mieux que nous. En 15 mois, ce que nous avons vu, c'est la démonstration du pire pour une politique publique. Nous avions besoin d'une maîtrise courageuse des finances publiques. Non seulement ils sont incapables de résorber les déficits, mais ils accroissent les dépenses publiques. Et surtout, ils asphyxient l'économie française avec des augmentations d'impôts. C'est une folie. C'est une folie. Et je veux vous le dire vraiment ici parce que nous avons l'obligation signalée d'avoir à cette occasion un débat sans langue de bois avec les Français. Ce qui se passe aujourd'hui est d'autant plus grave à mes yeux qu'il engage les générations futures. Avoir fait le choix d'augmenter en un an de 34 milliards d'euros les impôts des Français, c'est paralyser l'économie. Ajouter avec le plus grand cynisme 6 milliards d'euros supplémentaires, plus une taxe carbone,
plus pour finir des augmentations de cotisations pour la réforme des retraites qui n'en sera pas une, ça veut dire bloquer toute l'économie française. Il n'y aura plus un entrepreneur pour investir ou pour embaucher. Il n'y aura plus un ménage pour consommer. Et si l'économie est à l'arrêt, c'est tout simplement parce qu'à partir du moment où il y a une telle incertitude fiscale, il n'y a plus une économie qui peut résister à une telle pression. Or, dans la période de concurrence que nous traversons, c'est un véritable suicide programmé. Et je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. La légèreté avec laquelle cette majorité s'est comportée pendant 15 mois, ne voyant les choses qu'à travers un espèce de anti-sarkozysme haineux, hargneux, a fait beaucoup de mal à la cohésion nationale. Et si, avec beaucoup d'autres, j'ai passé mon temps à dire que les réformes que nous avions menées étaient les seules possibles, si j'ai passé tant d'énergie à expliquer sans cesse que si je peux comprendre qu'à un moment le peuple français ait voulu une alternance, alors il doit prendre la mesure des conséquences de cette alternance, eh bien je suis alors en situation de dire au nom de l'UMP aujourd'hui, maintenant, construisons l'avenir. Et faisons bien comprendre aux Français que le choix qui se pose à eux-mêmes est de savoir si on continue avec cette politique qui est une politique laxiste sur le plan budgétaire, laxiste sur le plan de la sécurité et laxiste sur le plan social, alors on est assuré de programmer le déclin de la 5e puissance économique du monde. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter. Et c'est pour cela qu'il faut s'engager. Or, ne nous y trompons pas, la seule formation politique qui peut proposer une alternative, c'est l'UMP. C'est l'UMP, personne d'autre. Et c'est votre mission que de nous accompagner dans ce combat jusqu'au moment où nous vous passerons le témoin, parce que ce sera à vous alors de prendre notre relève. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à Château-Renard que si l'UMP était le parti qui rassemblait toutes les sensibilités de droite et du centre, et c'est notre force, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on dit « Ah mais vous êtes dispersés », non, mais chacun, et c'est normal, exprime sa différence, sa personnalité, et il ne faut pas que ce soit un drame parce que tel ou tel va faire telle déclaration, même un peu en marge, même un peu dans l'opposition interne, parce que c'est la nature humaine. Parce que ces périodes d'opposition, c'est aussi une manière pour chacun de se jauger, de mesurer son tempérament. La seule condition que j'y mets, c'est que le moment venu, on soit rassemblés. Parce que c'est ça que les Français attendent de nous. S'il est vrai que l'UMP est le parti qui rassemble toutes les sensibilités de droite et du centre, je considère que l'UMP doit être demain le parti de tous les Français. Le parti de référence, ce qui n'est pas du tout la même chose. Que nous soyons très nombreux les uns et les autres à faire part de nos différences. Très bien. Que l'on vienne de ces différentes familles, pas de problème. En revanche, ce que je souhaite, c'est que chacun comprenne que nous avons des millions de Françaises et de Français qui ont pu choisir de ne pas voter pour nous et qui aujourd'hui doivent comprendre que le salut de la France ne peut venir que de la capacité qui est la nôtre à leur proposer un chemin alternatif. Et c'est là que vient tout le sujet. Parce qu'une fois qu'on a dit que l'UMP était un parti politique de référence, eh bien nous devons utiliser cette carte-là pour dire aux Français, très bien, mais alors on se dit tout. Pas de langue de bois, pas d'eau tiède. Nous assumerons nos responsabilités parce que c'est pour la France, donc pour chacune et chacun d'entre vous. Et c'est ce message-là que je vous propose de construire. Et ce sera très difficile. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, à un moment ou à un autre, pour dire ah, on ne peut pas dire ça, sinon on ne gagnera jamais les élections. Gagnons d'abord, on verra après. Voilà des années que nous faisons ça. Des années que nous disons ne disons rien de grave, et après on verra. Et que pris par le temps qui passe, on peut être amené ici ou là à ne pas prendre les décisions stratégiques pour l'avenir de notre pays. Et Roger, tu l'as parfaitement évoqué. Nous avons en fait un rendez-vous d'autant plus important que cette fois on ne peut plus le reculer avec des décisions importantes. On ne peut plus. Parce que pendant trop longtemps, la bien-pensance de gauche nous a imposé ces thèmes et que nous avons reculé. Nous avions peur de dire les choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un choix politique que j'assume, qui
qui est de dire il y a un mot qui correspond à une aspiration. Cette aspiration, ma conviction profonde, est qu'elle sera celle des Français après 5 ans de socialisme. Ce mot, c'est le mot de liberté. Ce mot de liberté est un mot qui a structuré l'histoire de France. Tout ce qui a été fait de grand dans notre pays, il l'a été au nom de la liberté, pour la France et dans le monde. Beaucoup plus que pour toute autre valeur. Or, pour des raisons que chacun a parfaitement comprises, s'est engagé un espèce de combat inutile et vain entre la liberté d'un côté et l'égalité de l'autre. Et la gauche a pris la main sur ce sujet du point de vue idéologique, comme si en France, on en faisait toujours trop pour la liberté et jamais assez pour l'égalité. De telle manière qu'on s'est engagé dans un match qui n'était pas le nôtre, entre l'ultra-libéralisme et l'ultra-égalitarisme. Ce match n'est pas le nôtre, et il n'est pas non plus celui des Français. La liberté n'a rien à voir avec tout cela. La liberté, c'est à mes yeux 3 choses. D'abord, c'est la liberté d'entreprendre, de créer, de travailler, de prendre des risques, de réussir, d'échouer, de recommencer. C'est la liberté qui consiste à pouvoir permettre à celui qui a un rêve de le réaliser, sans être pointé du doigt, sans être désigné comme un bouc émissaire au nom de l'égalitarisme, qui conduit à ce qu'à chaque fois qu'une tête dépasse, on commence par la décapiter méticuleusement, et si possible en place publique, pour être sûr que tout le monde se partage ses dépouilles. Le vrai sujet pour nous, il est d'avoir le courage de dire que rien ne peut se faire de grand dans un pays comme le nôtre, où il y a tant de réserves, d'excellence et de talent, si l'on ne met pas la liberté au cœur de toutes les valeurs. La deuxième liberté, je vous le dis comme je le pense, c'est la liberté de dire des choses différentes de celles du politiquement correct. Je vous le dis parce que j'en ai fait la durable expérience. J'ai vu ce qu'il pouvait en coûter de dire ce qu'on pense. Et je vous le dis, je n'ai pas pour autant renoncé à le faire, loin s'en faut. Parce que ce que l'on pense, c'est aussi ce que l'on voit en tant que responsable politique sur nos territoires respectifs. Oui, je pense qu'on doit continuer de dénoncer des dérives qui n'ont rien à voir avec la République. Et moi, je continuerai de le faire avec la même force. Les dérives du communautarisme religieux, les dérives en matière de sécurité, nous devons le dire. Et puis enfin, la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire la sécurité, qui est la première des libertés. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, on ait envie d'entreprendre et de prendre des risques, alors même que l'on a peur pour soi, pour ses enfants, pour ses parents, pour ses biens? Tout cela, ça fait un tout qui s'appelle les valeurs de la République française. À chaque fois que nous avons reculé sur l'un de ces 3 piliers, c'est la France qui a décliné. Et vous l'avez compris, ce que je vous décris là, c'est exactement l'inverse de ce que fait M. Hollande. On a même parfois le sentiment, et pour tout vous dire, cela me fait frémir d'inquiétude, qu'il est dans un calcul tactique qui consiste à s'opposer systématiquement à tout ce qui, de près ou de loin, pourrait permettre à la France de mettre la liberté en exergue pour la réussite. Lorsque je vois cette loi qu'il a proposée, qui va mettre à bas toute notre politique pénale, je m'inquiète au plus haut point pour la sécurité de nos concitoyens. Le président de la République, c'est d'abord celui qui est chargé de la protection des Françaises et des Français, de la sécurité des personnes et des biens. Or, ce qu'il a annoncé, suppression des peines planchers, suppression de notre programme de construction de places de prison, suppression de toute la politique que nous avions initiée avec Nicolas Sarkozy contre les délinquances des mineurs. La question de la récidive qui est balayée d'un revers de main, tout cela, c'est à la clé des victimes qui ne comprendront rien du tout de la manière dont l'État les protège. Ce sont des citoyens qui tous les jours se demanderont ce qu'il en est véritablement de ceux qui commettent des délits ou des crimes. Et c'est enfin, je le dis comme je le pense, les forces de police, de gendarmerie, mais aussi des magistrats qui seront totalement désorientés. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la magistrature française fait son travail avec l'esprit républicain qui est le sien. Je peux en témoigner. Dans ma circonscription de Meaux, la lutte contre la délinquance, c'est tous les jours l'action de la police,
de la gendarmerie, de la municipalité, de la magistrature, avec un travail remarquable qui est accompli au quotidien. Comment demain, tous ces hommes et ces femmes vont travailler pour la protection des Françaises et des Français avec une législation qui vise en permanence à rétablir la culture de l'excuse et la culpabilisation des institutions. C'est cela qui est grave. C'est cela que l'on doit dénoncer. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, mes chers amis, je veux vraiment vous le dire, nous allons avoir un rendez-vous majeur avec les municipales. Majeur. Parce que mars 2014, ce n'est pas une élection comme les autres. C'est la première occasion pour essayer de faire en sorte que François Hollande comprenne qu'il doit absolument changer de politique. Nous n'avons pas tant de rendez-vous que ça sous la Ve République, vous savez, parce que nous avons des institutions très solides. Alors quand on est au pouvoir, évidemment, on est très heureux. Quand on est dans l'opposition, on s'inquiète tous les jours. Il faut voir la morgue, l'arrogance avec laquelle la majorité traite l'opposition depuis un an. Nous n'avons jamais droit au chapitre. Je suis insulté tous les jours par les responsables de gauche, tous les jours, en des termes qui sont indignes du respect que l'on doit avoir à l'égard de l'opposition républicaine. Et si je prends un soin méthodique à ne pas y répondre, parce que c'est bien trop bas pour que l'on puisse s'y abaisser, il n'en reste pas moins que sur tous ces sujets, la gauche au pouvoir aujourd'hui n'a aucun moyen d'être sanctionnée autrement par les municipales. Donc je souhaite vraiment que chacun et chacune de nos concitoyens comprennent l'élection municipale, c'est le moment de sanctionner François Hollande. Et quand je dis sanctionner François Hollande, c'est pas en votant ailleurs qu'à l'UMP. Il faut que les choses soient dites, et il faut les répéter tous les jours. Nous ne ferons pas d'alliance avec le Front National. C'est une décision unanime. Que cette décision unanime de l'UMP a des conséquences. Car celui ou celle qui veut voter pour exprimer son exaspération, s'il vote pour le Front National, en réalité c'est des voix en moins pour l'UMP. Et donc c'est des voix en plus pour la gauche, qui va s'en trouver renforcée. Ce que François Hollande a parfaitement compris, en digne fils spirituel de François Mitterrand. Donc, nous, par rapport à ça, nous n'avons aucune autre issue que de dire aux Français il faut voter pour les candidats de l'UMP dès le premier tour. C'est une manière aussi pour nous de dire aux gens, tout le monde sait ce que c'est qu'une ville dirigée par la gauche par rapport à une ville dirigée par l'UMP. En matière de maîtrise des impôts locaux, de politique de sécurité, de politique d'économie et d'emploi. C'est juste le jour et la nuit. Donc chacun doit comprendre que pour sa propre ville, si on veut essayer de limiter la casse, ne serait-ce que dans matière fiscale par rapport aux impôts nationaux, mieux vaut avoir un maire UMP à la tête de sa ville. Deuxième élément, je dis à ceux de nos amis qui parlent beaucoup de 2017, ils ont raison de le faire, c'est respectable. Mais avant 2017, il y a 2014. Et que si on ne gagne pas 2014, on ne gagnera pas 2017. Même remarque, pour les élections régionales, c'est quand on a un même remarque pour la campagne européenne, dont on nous dit qu'elle sera très difficile. Ben bien sûr, elles sont toujours très difficiles, les campagnes européennes, pour les partis comme les nôtres. Nous sommes des partis républicains, nous sommes des partis de gouvernement, et tout le monde sait que les élections européennes sont censées être des élections où les Français expriment leur ras-le-bol. Je dis juste une chose, nous ferons une campagne européenne. Nous ferons une campagne européenne engagée, courageuse, mais là encore, pas de langue de bois. Et moi, je suis profondément européen. Et j'aime tellement l'Europe que j'en veux une autre. Et je veux une autre France dans cette autre Europe. Et cette question sera. Alors, c'est vrai que dans ce domaine, nous avons la nécessité aussi d'être présents sur les questions internationales. Je l'ai dit tout à l'heure à la presse. La question syrienne, elle est maintenant dans tous les esprits. Les images abominables, épouvantables, que nous avons vues et découvertes à la télévision de cette attaque chimique rappellent les pires souvenirs. Surtout en Europe, où chacun sait ce que furent
l'utilisation des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Nous allons bientôt commémorer le centenaire. À Ypres, 1915-1916, la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Les valeurs qui sont les nôtres commandent que nous disions notre indignation devant ces actes qui sont des crimes contre l'humanité. Et je considère que la situation est tellement grave qu'elle commande effectivement un esprit de débat, de respect mutuel, et je le dis comme je le pense, d'unité nationale. Mais alors je ne comprends pas que le président Hollande n'ait toujours pas jugé utile, et même, je dis les choses respectueuses, de réunir autour de lui les présidents de partis politiques et les présidents de groupes parlementaires. François Hollande ne va pas gérer cette crise seul dans son bureau avec Barack Obama. Je respecte infiniment la fonction présidentielle. Je demande simplement que sur un sujet comme celui-là, où des millions de Françaises et de Français se posent des questions, nous soyons pleinement associés à la décision. Et que dans cette affaire-là, il faut certes attendre, bien sûr, Jean-Jacques, tu l'as rappelé, les conclusions de la mission d'inspection de l'ONU. Mais viendra à ce moment-là le moment de bien rappeler les choses. Il n'est pas question d'intervenir en Syrie pour régler ce conflit. Ça n'est pas aujourd'hui le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'utilisation des armes chimiques ne soit pas, comme ça a été le cas ces derniers jours, banalisée. Ça, c'est inacceptable pour la communauté internationale. Et c'est ça que nous devons faire. Avec ce que cela convient, bien entendu, de concertation diplomatique, sans se faire trop d'illusions sur la position des Russes, mais en même temps avec l'idée que sur ces sujets, nous devons prendre, le moment venu, nos responsabilités. Je voudrais enfin, pour terminer, vous dire que nous aurons le moment venu à réfléchir à la méthode de gouvernement. C'est un débat que nous aurons. Moi, à chaque fois que je sors d'une rencontre avec les Français, on me dit la même chose. Ce que vous racontez est formidable, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous allez le faire? Cette question, elle est sur toutes les lèvres, et c'est un rendez-vous de crédibilité. Chacun, d'ailleurs, a sa solution. Moi, je vous donne la mienne, et je la mets au débat. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'un train important de réforme a pu être mis en œuvre dès le début d'un mandat en France, cela a été au début de l'action présidentielle. On décide d'abord sur la base de ce dont nous avons débattu avec les Français dans la campagne électorale, et ensuite, une fois que c'est décidé, dans la mise en œuvre, nous travaillons à l'évaluation permanente des sujets pour voir comment les améliorer en fonction de la manière dont ça se passe. Ça s'appelle le gouvernement par ordonnance. En juin 1958, c'est ainsi que Charles de Gaulle a pris les décisions qui ont déterminé l'avenir économique et social du pays pendant les 15 ans qui ont suivi. Eh bien, je pense que cette question des ordonnances doit être mise sur la table. Elle est, à mes yeux, la manière d'incarner le gouvernement efficace. Ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est l'obligation de résultat. Ils savent très bien que chacun fait ce qu'il peut, mais ce qu'ils veulent, c'est les résultats. Alors, nous ne pouvons pas et concerter et décider. Parce qu'en France, c'est alors les corps intermédiaires qui se mettent au travail et qui font qu'avec le temps qui passe, l'impuissance gouvernementale est à tous les étages. L'expérience montre que les grandes décisions doivent être prises dans la première année. Si elles ne sont pas prises dans la première année, elles ne sont jamais prises. Et bien donc, cette question devra être mise en débat à l'UMP. Voilà, mes chers amis, quelques-unes des pistes sur lesquelles je vous propose de travailler. Comme vous le voyez, aucune de ces questions ne sont des questions subalternes. Toutes sont des questions de fond, d'un débat qui engage chaque Français et chaque Français. Et c'est là-dessus que je voudrais vous convier avec moi à reconquérir le cœur des Français. Je voulais voir ce que voulait dire l'alternance. Ils l'ont vu. Ils ont vu comment, en 15 mois, un président de la République qui a tous les pouvoirs peut mettre à terre la croissance économique.
Eh bien nous, qui travaillons à l'avenir des jeunes Français et des jeunes Françaises, nous avons l'obligation signalée de montrer qu'un autre chemin est possible. C'est cette mission que je vous propose, et elle commence par le rendez-vous de 2014, comme la capacité qui est la nôtre de montrer que nous mobiliserons les Françaises et les Français pour commencer à mettre clairement devant nous la première pierre de l'alternance. Merci à vous, vive l'UMP, vive la liberté et vive la France.